On est aux frontières de la technologie et de la physique, là où notre vision même de la réalité est en train de complètement basculer. On a deux concepts, un qu'on est en train de construire et un autre qu'on découvre à peine. Et pourtant, ils nous forcent à poser la même question, une question fondamentale. Qu'est-ce que la réalité? Voilà. Cette question, qui était autrefois réservée aux philosophes, elle est devenue centrale aujourd'hui. D'un côté, on crée des réalités artificielles, de l'autre, la physique nous souffle à l'oreille que notre propre réalité est peut-être beaucoup plus étrange qu'on ne l'a jamais imaginé. Alors, pour y voir plus clair, on va explorer ça en deux temps. D'abord, on va se pencher sur les réalités qu'on est en train de fabriquer, de coder. Et puis, on verra les réalités qui pourraient bien être déjà là, tissées dans la trame même du cosmos. Ce sont, en quelque sorte, deux quêtes parallèles pour comprendre ce qui nous entoure. Allez, on plonge. On commence avec le premier pilier, ces fameux mondes numériques immersifs qui sont en pleine construction et qui, on peut le dire, font couler beaucoup d'encre. Et là, c'est super important de le préciser, on ne parle pas juste d'un jeu vidéo un peu amélioré, non, la vision du métavers, c'est bien plus que ça. C'est un espace numérique partagé qui continue d'exister même quand on s'en déconnecte. Un lieu où on se connecte pour vivre des expériences et pas seulement pour chercher une information. C'est quand même fascinant, le parcours du métaverse. Ça part d'un concept de science-fiction dans un roman culte pour devenir un enjeu technologique mondial. Après une période d'emballement intense, la fameuse hype, on sent que le secteur est en train de se calmer un peu pour se concentrer sur des questions de fond. En gros, à quoi ça sert vraiment, ces mondes? Et les applications potentielles, elles touchent à peu près à tout. On peut imaginer se balader dans une reconstitution parfaite d'un site archéologique disparu, assister à un concert avec des amis qui sont à l'autre bout de la planète, ou même organiser des groupes de parole où des gens peuvent travailler sur leurs addictions, en alliant la force des échanges à l'anonymat de l'avatar. Et au cœur de toute cette expérience, il y a l'avatar. C'est vraiment le point crucial. C'est bien plus qu'un simple personnage de jeu. C'est le véhicule de notre présence, de notre identité, de nos interactions. C'est notre projection consciente dans cet univers numérique. Ok, on a vu les mondes qu'on construit. Maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on passe à ceux que la physique fondamentale nous suggère. Et là, la réalité telle qu'on la perçoit devient beaucoup plus bizarre. Alors là, on touche à une des idées les plus dingues, les plus contre-intuitives de toute la science. À l'échelle la plus petite qui soit, tout ce qui nous compose a deux natures contradictoires en même temps. Une particule n'est pas soit une onde, soit une bille, elle est les deux à la fois. Pour que ce soit plus clair, il y a une super métaphore, celle du cylindre. Imaginez un cylindre. Si on l'éclaire par-dessus, son ombre projetée est un cercle. Mais si on l'éclaire par le côté, son ombre devient un rectangle. L'objet, lui, n'a pas changé. C'est notre point de vue, notre façon de le mesurer, qui révèle une de ses facettes. Il est à la fois cercle et rectangle, sans être ni l'un ni l'autre. Une particule quantique, c'est un peu le même principe. Et c'est là que ça devient complètement vertigineux. Face à un choix quantique, par exemple, une particule peut aller à gauche ou à droite, une interprétation de la physique suggère que l'univers ne choisit pas. Il se scinde en deux. Dans un univers, la particule va à gauche, et dans un autre univers parallèle, tout aussi réel, elle va à droite. En gros, tout ce qui peut arriver, arrive quelque part. Alors combien d'univers? Selon une estimation, il pourrait y en avoir autant. C'est un nombre, c'est juste impossible à se représenter. Ça dépasse complètement notre entendement. Un 1 suivi de milliards de zéros. C'est une immensité de réalités qui coexisterait avec la nôtre. Ça donne le tournis. Bon, on a d'un côté des mondes numériques qu'on fabrique, et de l'autre, une potentielle infinité d'univers créés par la nature. Alors, quel est le lien entre les deux? C'est ça qui nous amène au cœur de notre analyse. D'un côté, on a donc cette entreprise purement humaine. C'est la tentative de construire, de coder, de fabriquer des univers alternatifs à partir de rien. Et de l'autre, on a cette idée déroutante qui vient de la physique la plus fondamentale et qui nous dit « Et si en fait on faisait déjà partie d'un ensemble de mondes parallèles sans même s'en rendre compte ?» La frontière entre la science-fiction et la science pure devient très mince. Vous voyez le parallèle? C'est ça le point clé. Le métaverse, c'est comme une sorte de multivers artisanal fait maison. Notre identité, c'est un avatar, une projection qu'on choisit. Dans le multivers, ce serait un soi quantique, une autre version de nous. Et les règles du jeu? Pour le métaverse, c'est du code informatique. Pour le multivers, ce sont les lois de la physique. Forcément, quand les frontières entre les réalités deviennent floues comme ça, qu'elles soient construites par nous ou qu'elles existent dans la nature, ça pose des questions énormes. Des questions humaines, sociétales. Si nos identités se multiplient, qu'est-ce qui arrive à nos responsabilités? Et attention, on n'est pas dans la science-fiction. Des experts très sérieux, comme le Comité national d'éthique du numérique en France, se penchent déjà dessus. Leurs travaux le montrent bien, les expériences qu'on vit dans ces mondes virtuels ont des conséquences bien réelles sur notre psychologie.
Et les risques, ils sont bien là. On parle de captologie, c'est la science des technologies persuasives qui peuvent nous rendre dépendants. Le harcèlement, quand il est vécu de manière immersive, peut être ressenti comme une vraie agression. Et puis il y a la collecte de nos données, nos réactions physiologiques. Ça ouvre la porte à un profilage d'une profondeur jamais vue et donc à des manipulations potentielles. Ça nous amène à la question qui tue, qui est responsable? Si les actions de mon avatar ont des conséquences psychologiques bien réelles sur une autre personne, à qui la faute? Au code? À l'utilisateur? À la plateforme? La frontière juridique et morale est complètement à redéfinir. Allez, pour finir, on va pousser le bouchon encore un peu plus loin, avec une idée qui relie nos deux sujets de la manière la plus radicale qui soit. Et si notre propre réalité n'était pas la vraie réalité? C'est la question vertigineuse posée par des penseurs comme Nick Bostrom. Au moment même où on apprend à créer des univers simulés de A à Z, on prouve que c'est possible. Alors, qu'est-ce qui nous garantit qu'on n'est pas nous-mêmes le fruit d'une simulation beaucoup plus avancée? C'est une pensée qui laisse songeur et qui nous interroge sur la véritable nature du code de notre réalité.